Tanguy Perron, bonjour. Bonjour. Alors, on a eu la chance de t'avoir. Tu es historien, plutôt de l'image du cinéma ouvrier. Oui. Mais tu vas donner le détail parce que Sans être pénible. moi, je n'en fais pas. Sans être pénible et présomptueux, je suis historien du contemporain et des rapports entre mouvement ouvrier et cinéma. En fait, je suis pas un esthéticien, je suis un historien du social. Je suis passionné par l'histoire ouvrière, l'histoire du mouvement ouvrier. Et dans cette vaste confrérie et ce vaste domaine, je me suis intéressé à comment le mouvement ouvrier a perçu les images, les a diffusées et a aussi construit ses propres images. Alors, Tanguy, est-ce qu'il n'en va pas du mouvement ouvrier ou des ouvriers en général, comme ce que disait Sarkozy, quand on fait une grève, personne ne s'en aperçoit? Je pense qu'on s'en aperçoit de temps en temps, qu'on ne peut pas prendre son train. Il y a beaucoup de mépris par rapport à la difficulté aussi de perdre une journée de travail, de s'organiser et tout ça. Et il y a une spécificité française, c'est que même s'il y a peu de syndiqués, la France a été caractérisée par sa réussite de grands mouvements sociaux. Je pense à 36, à 68 ou même en 95 où toute la France était paralysée. Et là actuellement, le mouvement des cheminots prouve que le syndicalisme existe. Oui, parce qu'on nous dit oh, quand même, ils embêtent tout le monde, c'est pas bien, oui, alors etc. C'est vraiment. Enfin, moi, je suis droite, c'est pour ça que je te demande ça. Je comprends bien. Alors, je ne sais pas s'ils embêtent tout le monde. Déjà, les moments aussi où on casse la vie quotidienne et la routine. Et je me rappelle en 95, même les gens de droite disaient en fin de compte, c'était pas mal. On a pu se rencontrer, on a pu discuter, faire du covoiturage. Ah oui, comme dans l'an 01. Je pense oui, que ces moments de rupture et de non-répétition sont intéressants. Au-delà, je pense que c'est des mouvements qui se construisent de manière intelligente, démocratique, en assemblée générale. Et les journalistes mériteraient de regarder ça d'un peu plus près. Les journalistes des médias classiques, mainstream, on dit. Et voir comment ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'intelligence collective dans ces mouvements-là et beaucoup de démocratie. Donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, je pense que ce mouvement n'est pas du tout fait pour embêter les gens. Les premiers qui en souffrent, c'est ceux qui perdent leur salaire. Et ils perdent leur salaire, ceux qui sont en grève. Mais c'est surtout pour défendre une idée de leur métier, une idée de service public et d'égalité des territoires, d'égalité des citoyens. Donc c'est un mouvement quasiment porteur d'un projet civilisationnel beaucoup plus intéressant que la mise en concurrence des territoires et des uns contre les autres. Alors là, techniquement, tu es à l'Institut Jean Vigo. Enfin là, on est en terrasse parce que c'est sympa tout ça. Il y a du soleil, tu prends bien la lumière. Sur mai 68, l'anniversaire, mais l'anniversaire formel. Oui, alors souvent les anniversaires, moi j'y vais à reculons parce que c'est fastidieux, puis il y en a tous les ans, tous les 10 ans, et on a peur de se répéter. Néanmoins, c'était une invitation de Frédéric Borgia, qui dirige l'Institut Jean Vigo, avec une programmation très intéressante de la Cinémathèque de Toulouse, composée de cinétracts. Cette petite forme cinématographique faite dans l'urgence, sans moyens. De l'agite propre pur jus. Oui, film et monté avec des photos, du banc titre qui n'excédait pas 3 minutes, remarquablement efficace. C'est parti de Paris, mais il y en a plein eu, et j'en ai découvert, il y en a eu plein d'autres. J'en ai découvert là hier soir, c'était passionnant. J'ai découvert des cinétracts faits à Bordeaux, faits à Toulouse, avec beaucoup d'irrévérence. Et là, on est passé au-delà des cinétracts parce qu'il y avait d'autres formes militantes, un peu plus longues, sur la répression 68. Et aussi, 68 se caractérise par un côté internationaliste. Et on a vu, et les spectateurs qui étaient nombreux ont découvert ça avec intérêt, la répression juste avant les Jeux Olympiques de Mexico, par exemple, en 68. Oui. Et ça, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'étudiants morts. 200 à 300 personnes tuées. Alors, c'est très intéressant ce dont tu nous parles. Ce sont des petits films d'agite-propre. Oui. Pourquoi maintenant, avec moins de moyens, dans ce qui se passe socialement, et Dieu sait qu'il s'en passe, puisqu'il y a les maisons pour vieux, les hôpitaux, les cheminots, on en a déjà parlé, les infirmières, les nains, tout le monde est en révolte, mais personne n'est en capacité de produire, avec moins de moyens techniques, ces petits tracts d'agite-propre vidéo. Là, on ne serait pas d'accord. En fait, je manque peut-être de distance et de recul par rapport à ça. Mais on avait bossé dernièrement avec un festival à Saint-Denis. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de formes qui émergent. Pas sur tous les conflits sociaux, quoique. Mais par exemple, les luttes pour la ZAD, les films sur la loi travail. Beaucoup de choses ont été filmées, ont circulé sur le net. Et il y a différents collectifs qui se montent. Certains sont éphémères. Il y a certains qui refusent aussi le net et qui filment en pellicule. Donc, en fait, les collectifs de
jeunes cinéastes ou apprentis cinéastes révoltés diffusant eux-mêmes leurs images sont assez nombreux. Il faut les voir. C'est plus comme en 68 où il y avait des organisations qui centralisaient les images et qui les diffusaient. N'empêche qu'il y a une foison, une moisson d'images à récolter là et qui sont passionnantes sur la France aujourd'hui, la France qui lutte, qui se rebelle. Et je vous ai parlé de la loi travail, on pourrait parler des ZAD, mais je pense qu'il y a d'autres domaines contre les violences policières aussi. Beaucoup de choses sont filmées et sont diffusées. Par rapport à Nuit debout, il y a eu pas mal de captations de paroles et d'images aussi, soit par des cinéastes professionnels ou par des vidéastes militants qui sont assez nombreux en fait. Le tout, ce serait d'organiser des rencontres et de retrouver des publics pour des présentations dans des lieux collectifs. Mais les images existent et circulent. Ça, on demandera ça à Frédéric Borchia, ce serait très bien, l'Institut Jean Vigo, le fils. De quoi qu'on a dit qu'on parlerait, des cheminots. On va revenir sur les cheminots, parce que moi je suis très cheminot, parce que je te disais que mon grand-père était leader pour tout le Nord de FO cheminots, le bon Gaston Cotteville. Donc, les cheminots, en quoi c'est 6 bastions la tombe, c'est tout qui tombe. Alors, entre le réel et l'image du réel, et c'est pour ça qu'il faut se battre pour l'image du réel. Je pense qu'il ne tombera pas. Je ne sais pas s'il sera victorieux, mais il y a des organisations syndicales puissantes. La CGT est en tête chez les cheminots, par exemple. Et là, il y a une unité syndicale, ce qui est vraiment très précieux pour réussir un mouvement. Même si la victoire n'est pas acquise, la défaite n'est pas assurée. Et il marque des points déjà. Le gouvernement parle enfin de racheter la dette, ce qui est tout à fait normal. C'est une dette qu'il a provoquée. Donc, oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est les mêmes qui sont devenus ministres, qui étaient cadres avant à la SNCF. Autant dire, c'est ceux qui nous crèvent les yeux, qui nous reprochent d'être aveugles. Bien sûr, en plus, ces cadres-là qui ont le toupet de se déclarer cheminots, en fait, c'est l'État qui détruit l'État au nom du libéralisme. Oui, voilà, ils sont fonctionnaires et ça n'a rien à voir. Il y a du pantouflage, ils vont passer du privé au public, et leur fonction, leur dogme libéral, c'est effectivement détruire l'idée d'entraide, de service public et même d'État. Et ils sont missionnés pour ça. Et ils le font, d'ailleurs... très bien, ils sont très professionnels. Voilà. Ceci dit, ils sont bien payés pour le faire. Et en communiquant habilement par rapport à ça. Habilement et en étouffant le débat. Effectivement, les référendums, les cheminots ont organisé un référendum, ce qui est très bien. Et puis là, la direction de la CCF commande des sondages, mais ce qu'il faudrait, ce que réclament beaucoup, c'est qu'il y a un vrai débat public. Il n'y a pas de vrai débat public. Et voir... Il y a des polémiques, il n'y a plus de débat. Et voir un référendum de toute la France par rapport, je pense que... Avec Guillaume Pépi qui mettrait... sa démission dedans, non? Pépi ne va durer que le temps de la grève et le gouvernement le fera sauter juste après. Sa seule fonction, c'est de briser la grève et après, il est déjà dévalorisé. Il est déjà démonétisé aux yeux de l'État. Non, effectivement, le rail mérite un vaste débat public. Les chemins de fer ont été nationalisés en 1937. C'était une conquête du Front populaire. Il y a une politique d'État qui a profité à tous les territoires, à son développement. Il y a une haute conscience professionnelle chez les cheminots, qui sont 150 000, qui étaient beaucoup plus nombreux en 68, c'était 400 000. Ils ont fait énormément d'efforts et cette conscience professionnelle existe et fait qu'il y a les trains arrivent à l'heure en France. La plupart, contrairement à ce qu'on raconte. Et une fois de plus, ils organisent le démembrement de l'État, la mise en concurrence à l'intérieur de l'État pour dévaloriser le système, pour accuser le chien d'avoir la rage, ensuite le tuer. C'est une chose très classique. Mais quand on constate les ravages de la privatisation du rail en Europe, en Angleterre, c'est absolument catastrophique. Les trains fonctionnent moins bien, arrivent plus tard et les billets coûtent plus cher. Il n'y a pas de modèle. Même l'Allemagne, qui a privatisé le rail, a quand même racheté toute la dette du rail avant de le faire fonctionner. Et les cheminots allemands étaient dans les manifestations françaises puisqu'ils pensaient qu'un système national est tout à fait absolument nécessaire pour faire fonctionner un rail. En Europe, le seul pays bolchevique qui a... C'est la Suisse, oui. C'est la Suisse. C'est la Suisse, oui. C'est 100% public et des trains admirablement... qui fonctionnent admirablement. Oui, parce qu'on le sait peu, c'est un pays communiste. Ouais. Oui, non, à hauteur des Suisses. Mais que coûte pour la santé des Français le rail, pour les accidents, enfin la route, pardon, les autoroutes, le routier. Et comme disait Ruffin, derrière le train, il y a aussi l'enjeu climatique. Bien sûr, et là, il est absolument évacué par le gouvernement des débats. Mais parce que c'était juste pour faire le kéké par rapport à Trump, mais ils sont pareils. Quant au climat, je veux dire. Ah oui, là, actuellement, ils n'en ont rien à faire. Dans l'huile de palme... Tu me rejoins au boulot, tu sais y aller?
Tu m'expliqueras. Non, mais Je te montrerai. Ouais. Et à un moment, tu remontes ta petite rue. D'accord, très bien. Tu sais, tu passes devant l'hôtel PAMS qu'on a visité. Tu passes Très devant bien. la médiathèque. Non, je retrouverai. Ouais. De toute façon, ça va être trop long, à tout de suite. Excuse-nous pour cette introduction. Oui, non, mais ça sera gardé, c'est très drôle. Moi, j'aime bien ces moments impromptus comme ça. Quand une stripteaseuse surgit d'un gâteau, etc. Merci. Mais Frédéric Borgian est loin d'être une stripteaseuse qui surgit d'un gâteau. Mais revenons à mouton. Alors, tu es l'auteur d'un livre qui t'a pris un certain temps, Oui. mais c'est pour ça qu'il est bon, quoi. Ouais. Alors, raconte-nous. Le livre s'appelle L'écran rouge, Ouais. publié aux éditions de l'Atelier, sous-titré Syndicalisme et cinéma de Gabin Belmondo. Mmh. Voilà, donc c'est un livre que j'ai dirigé, mais qui a de nombreux auteurs, Michel Pigenet, Pascal Horry, Morgane Lefebvre, Sylvie Lindeberg, Christophe Gauthier et plein d'autres, des historiens du cinéma. Et des historiens du cinéma, des sociologues. La période à étudier, donc c'est de Gabin à Belmondo, du Front populaire à la Nouvelle Vague. À la fois, on croise une cinéphilie, une mythologie qui met la classe ouvrière ou le monde populaire au centre des images. Et parallèlement, on étudie la constitution du syndicalisme dans les métiers du cinéma, de 1936, pendant la guerre, pendant la résistance. Et C'est comme le rail, le cinéma qui était syndicalisé, justement, s'est engagé aussi dans la résistance. oui, alors oui, ça serait trop long pour parler de moi. Mais effectivement, les syndicalistes antifascistes qui ont fait le syndicalisme offensif sous le Front populaire, beaucoup on va les retrouver dans la résistance, évidemment. Et en fait, la fédération du spectacle qui va complètement prendre sa physionomie en 1936, puisqu'il va rejoindre les acteurs, les techniciens du film, va prendre sa physionomie politique, par exemple en 1945, à la Libération, avec un poids important des communistes. Et c'est une fédération qui ne connaîtra pas de scission après-guerre, pas de scission avec Force ouvrière, ça très peu affecté par elle. Donc c'est une fédération atypique dans le paysage syndicaliste français. Son unité fait sa force, et ce qui a fait sa force, et ce qu'il a fait encore, c'est qu'après-guerre, en 1948, au moment où se dessine la politique française du cinéma, avec la création du CNC, la création du Festival de Cannes, il y a de grandes mobilisations professionnelles et populaires, avec des acteurs qui sont en tête des manifestations, des techniciens, des studios et tout ça, des ouvriers du film et des ouvrières du film qui se mobilisent pour défendre le cinéma français contre la possibilité d'un envahissement du cinéma américain sur les écrans français. Parce que c'est pas gratuit le cinéma, parce que on fait semblant que c'est un divertissement. Non. Ou alors c'est un divertissement, oui. Mais c'est ce qu'on appelle maintenant du soft power. Mais c'est aussi, ça peut être un art, hein, Jean Grémillon, Jean Renoir l'ont prouvé, ça peut être un moyen d'éducation, et aussi c'est une industrie nationale où les gens, il faut qu'ils croûtent comme ça, ceux qui fabriquent les films, ceux qui les distribuent, ceux qui les montrent. Et en fait, le cinéma français a failli disparaître dans l'après-guerre quand les Américains, parfois avec des chefs-d'œuvre et parfois avec... Il y a eu les accords Bloom. Voilà, j'y venais. Les accords Bloom-Burns, c'était en échange, c'était sur une annexe de ces accords Bloom-Burns, en échange du rééchelonnement de la dette énorme de la France vis-à-vis des États-Unis, une dette de guerre. Les Américains, c'est les producteurs qui faisaient leur politique cinématographique, ont exigé de la France qu'ils puissent débarquer 70% en gros, plus. 80. Quasiment, ouais. Voilà. Et 80% devaient être dans les cinémas français, des films américains. Voilà, et c'était la France qui avait un quota de quelques semaines par semestre. C'est la moindre des choses. Et du coup, il y a une mobilisation. Ça, on le dit peu, on le sait peu. On le sait peu. Et pourtant, ces mobilisations qui Parce qu'on nous fait souvent le coup, si les ricains n'étaient pas là... Là, il y a vraiment une mobilisation intelligente, unitaire. Donc après une énorme manifestation, des comités de défense, des prises de parole dans les cinémas, dont des grands noms comme Jean Gabin, Simone Signoret. Il y a eu une espèce de pression sur les députés, et les députés à l'unanimité, et pourtant on est en pleine guerre froide, à l'unanimité en 1948, puis en 1953, vont voter une loi d'aide au cinéma français. Et cette loi d'aide fait qu'aujourd'hui il y a un cinéma français, sinon il aurait disparu. On voit dans les autres pays d'Europe, le cinéma allemand a plu, anglais pas plus, et italiens, qui étaient des très grands cinémas, ont disparu de la jungle. Ils n'ont pas tous disparu, mais effectivement, les productions sont beaucoup moins importantes, ils ont besoin de la télévision, parfois de financement privé dans le cadre de coproduction, aucun rapport avec les très nombreux films qui sont produits en France et vus en France où il y a le plus de salles de cinéma au monde. Et en fait, ça, c'est le fruit d'une mobilisation et de politique. Voilà, non, parce que les gens croient que c'est gratuit, ça a toujours été là, qu'il n'y a qu'à se baisser. C'est pas éternel. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont fatigués, qui y ont cru. Ouais, c'est comme pour le rail. Voilà. Et c'est valable pour tout, quoi. Voilà. Alors, dernière chose, parce que tu vas devoir remonter là-bas, comme disait Jean-Jacques Goldman, à l'Institut Jean Vigo, oui, puisqu'il parlait de l'Institut Jean Vigo dans sa chanson. Tu présentes aussi en ce moment un film sur les cheminots.
Donc le hangar des cheminots. Non, oui, non, j'ai fait un petit programmation. Celui de la Cinémathèque de Toulouse était passionnant et moi j'ai mon petit programme personnel. Donc il comprend entre autres le cheminot de Fernand Moscovitz où c'est en 68, c'est un cheminot qui est à la veille de la retraite et le réalisateur, donc Fernand Moscovitz, a proposé à ce cheminot d'aller visiter la Sorbonne occupée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a dialogue. Il y a dialogue entre ce cheminot et les étudiants et celui-ci dit de manière très pertinente la mécanisation, la déshumanisation du travail et pose et ça montre un autre visage de 68 et ça montre aussi, ça prouve qu'il y a eu dialogue entre ouvriers et étudiants et le regard de ce cheminot sur le mouvement social est très pertinent et parfois prophétique. Voilà, parce qu'on y revient, les ouvriers ne sont pas forcément des cons. Ben voilà, la preuve par l'image et par la parole. Tanguy Perron, merci. Merci.